Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire la correction, la suite bien sûr de la correction de la série qui concerne le transfert de la matière et le flux de l'énergie au sein de l'écosystème. Nous avons déjà corrigé les exercices 1, 2, 3, 4 et 5 et aussi l'exercice 9. Maintenant on va corriger l'exercice 6. Alors dans l'exercice 6, nous avons un ensemble d'êtres vivants qui sont représentés dans le tableau et bien sûr ils nous ont donné le régime ou les aliments consommés par chaque être vivant et ils nous ont demandé d'établir le réseau trophique de cet écosystème. Donc à partir du tableau, on peut tracer le réseau trophique ainsi comme suit. Donc nous avons la chlorelle, d'après le tableau, donc la chlorelle est consommée par la daphnie. Donc on va mettre ici chlorelle, donc daphnie, chlorelle consommée par daphnie. Donc chlorelle c'est un être vivant végétal, donc il produit la matière organique à partir de la matière minérale par le phénomène de la photosynthèse. Et la daphnie, elle aussi, est consommée à la fois par le gardon et la carpe, par les deux poissons. Donc les deux poissons, carpe et gardon, ils consomment la même proie qui est la daphnie. Eux aussi, le gardon et la carpe sont consommés à la fois par le brochet et par l'airon. D'accord? Donc on a ainsi établi un réseau trophique et bien sûr sans faire d'intersection entre les flèches qui désignent consommés par. Donc c'est la meilleure représentation d'un réseau trophique. Donc un réseau, c'est un ensemble de chaînes alimentaires. Par exemple ici nous avons une chaîne 1 décomposée par exemple 3 à 4 maillons. Chlorelle 1, daphnie, carpe et héron. C'est une chaîne alimentaire. Une autre chaîne, donc chlorelle, daphnie, gardon, héron. Ou chlorelle, daphnie, gardon, brochet, etc. Donc un ensemble de chaînes alimentaires, elles représentent ce qu'on appelle un réseau trophique. Donc un réseau, c'est un ensemble de chaînes alimentaires entrecroisées entre elles. Donc la deuxième question, ils nous ont demandé dans un tableau, essayer de déterminer le régime alimentaire de chaque être vivant, de chaque maillon, ainsi que le niveau trophique. Alors qu'est-ce qu'on désigne par le régime alimentaire? Le régime alimentaire, c'est l'ensemble des aliments consommés par un être vivant. Donc il y a des êtres vivants qui consomment des aliments d'origine animale, des animaux qui consomment des aliments d'origine végétale, et des animaux ou des êtres vivants qui consomment des aliments d'origine diverse, donc d'origine mixte. On l'appelle des omnivores. Alors, à partir du réseau trophique, nous avons bien sûr 6 maillons ou 6 êtres vivants dans ce réseau trophique. Et à partir de ce réseau, alors on peut déterminer le régime alimentaire de la chlorelle. Donc la chlorelle représente le premier maillon de la chaîne alimentaire, donc c'est un végétal, donc c'est un être vivant autotrophe. Qu'est-ce que ça veut dire un être vivant autotrophe? C'est un être vivant capable de produire sa propre matière organique à partir de l'énergie lumineuse et aussi à partir des sels minéraux et de l'eau et du dioxyde de carbone. Ce phénomène s'appelle la photosynthèse. Donc la chlorelle est un être vivant autotrophe. Auto et produit sa propre matière. Et la daphnie, il consomme la chlorelle, donc c'est un herbivore, parce que ça c'est un végétal, donc daphnie, il consomme les végétaux, donc c'est un herbivore. Il consomme des aliments d'origine végétale. La carpe, il consomme la daphnie, donc c'est un carnivore. Le gardon, il consomme aussi la daphnie, donc c'est un carnivore. Brochet, il consomme le gardon et il consomme aussi la carpe, donc c'est un carnivore. On peut dire ça c'est un carnivore de premier ordre et ça c'est un carnivore de deuxième ordre. D'accord? On peut dire ça. On peut dire que brochet c'est un carnivore de deuxième ordre et le gardon c'est un carnivore de premier ordre. Et la même chose, ce héron c'est un carnivore de deuxième ordre parce qu'il consomme le gardon ou il consomme aussi la carpe. En ce qui concerne le niveau alimentaire ou le niveau trophique, donc on peut dire le niveau alimentaire ou le niveau trophique de chaque maillon, de chaque être vivant. Le niveau, ça veut dire l'emplacement de l'être vivant au sein du réseau trophique. L'emplacement, c'est le niveau occupé, c'est la place occupée par l'être vivant au sein du réseau trophique. Alors pour les autotrophes, sont toujours des producteurs, donc parce qu'ils produisent la matière organique. Alors pour la daphnie, c'est un consommateur 1, parce qu'il consomme la proie, c'est la chlorelle, donc la daphnie, c'est un consommateur de premier ordre, ou on l'appelle un C1, consommateur 1. Et la carpe,
il consomme la Daphné. Donc Daphné c'est un consommateur 1 et Carp c'est un consommateur 2. Donc producteur, consommateur 1, consommateur 2. La même chose pour le gardon. Il consomme la Daphné, donc c'est un consommateur 2. Donc là, Daphné consommateur 1 et gardon consommateur 2. En ce qui concerne brochet, c'est un consommateur 3. Regarde, donc c'est un producteur, consommateur 1, consommateur 2, ça c'est 3. Et la même chose pour Héron, producteur, consommateur 1, consommateur 2 et consommateur 3. Même si on choisit l'autre chaîne, ça va être un consommateur 3. La même chose pour brochet. Si on considère la chaîne alimentaire, cette chaîne alimentaire, ça va être un consommateur 3. La même chose pour l'autre chaîne alimentaire. Et ainsi, on a déterminé le régime alimentaire et le niveau trophique de chaque maillon ou de chaque être vivant dans cet écosystème. La troisième question, ils ont demandé de déterminer la nature de la relation alimentaire entre la carpe et le gardon. Donc nous avons ici la carpe et nous avons le gardon. Quelle est la relation qui lie ces deux êtres vivants? C'est qu'ils ont la même proie, qui est la Daphné. Le gardon et la carpe, ils consomment la Daphné. Donc puisqu'ils ont la même proie, ils sont en compétition. Ils vont entrer en compétition pour avoir la Daphné. Donc c'est une relation de compétition. Donc parce qu'ils se nourrissent sur la même proie. Ils se nourrissent sur les mêmes sources alimentaires. Bien sûr, l'un de ces êtres vivants va profiter mieux que l'autre. Bien sûr, ça dépend de la force ou de la taille, de la puissance et de la force de l'animal. Alors, la relation alimentaire qui relie le gardon et la Daphné. Nous avons la Daphné ici et nous avons le gardon. Donc, le gardon, c'est un poisson qui se nourrit sur la Daphné. C'est une relation qui consiste à mettre à mort la Daphné pour s'en nourrir. Donc, le gardon, il tue la Daphné pour en consommer. Donc, c'est une relation de prédation, d'accord, qui consiste à mettre à mort un être vivant pour s'en nourrir ou pour nourrir sa progéniture, d'accord. La quatrième question, ils ont dit quelles sont les conséquences de la disparition de la chlorelle. Si les chlorelles disparaissent de cet écosystème, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à cet écosystème? Bien sûr, la chlorelle, on sait que c'est un autotrophe, c'est un producteur. Et la chlorelle, c'est la seule être vivant producteur dans cet écosystème. Il n'y a pas, s'il y avait autre producteur ici, ça ne va pas avoir beaucoup d'influence sur l'écosystème. Mais le seul être vivant producteur de cet écosystème, c'est la chlorelle. Et la chlorelle a la capacité de produire la matière organique. C'est la source de l'énergie dans cet écosystème, bien sûr, après la lumière, après le soleil. Donc c'est elle qui va produire la matière organique, qui va être consommée par Daphné, et ainsi de suite. Et si les chlorelles disparaissent, les Daphné vont aussi disparaître. Parce qu'ils ne vont pas trouver de quoi manger, parce qu'ils se nourrissent principalement et exclusivement sur la chlorelle. Ils n'ont pas autre aliment que la chlorelle. Donc si la chlorelle disparaît, les Daphné vont aussi disparaître. Et si les Daphné disparaissent, bien sûr, le gardon et la carpe vont disparaître. Et si la carpe et le gardon disparaissent aussi, les ronds et brochets disparaissent. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un déséquilibre naturel, un déséquilibre de cet écosystème. D'accord? Alors, la cinquième question, elle dit calculer le rendement d'énergie des différents niveaux trophiques par rapport au producteur. Donc, on peut calculer le rendement d'énergie par rapport au producteur ou le rendement d'énergie entre chaque maillon de la chaîne alimentaire. Là, ils nous ont demandé de calculer par rapport au producteur. Donc, à chaque fois, on va diviser par l'énergie produite par les producteurs. Donc, alors, on va calculer le rendement entre les consommateurs 1 et les producteurs, P. Donc, le rendement sera la quantité de matière produite sur la quantité de matière ingérée. Donc, on sait que les producteurs, les consommateurs ont produit une quantité d'énergie, on va l'appeler EC1, qui est de 3368 kilocalories par kilogramme par hectare. Et ils ont consommé une quantité d'énergie EP qui est de 20 810. D'accord? Donc on va diviser la quantité d'énergie produite par la quantité d'énergie ingérée. Fois 100. Donc qui est égal à 16,18%. Et entre les consommateurs 1 et le consommateur 2, donc les consommateurs 1 et 2 ont produit 383,
mais ils ont consommé, bien sûr, les producteurs ont produit 20 810. Donc toujours on divise par la quantité d'énergie produite par les producteurs, parce qu'ils nous ont demandé de calculer la quantité, le rendement par rapport au producteur. À chaque fois, on va diviser par la quantité d'énergie produite par le producteur, ou le flux d'énergie produite par le producteur, donc qui va être égal à 1,84. Entre les consommateurs 2 et les consommateurs 3, la même chose, donc on va la quantité produite par les consommateurs 3 divisée par la quantité d'énergie produite par les producteurs, qui va être égale à 0,1%. La question 6, c'est de calculer le rendement global de la biomasse. Donc ça veut dire qu'on va diviser la quantité d'énergie, la quantité de biomasse produite par le dernier consommateur sur la quantité de biomasse produite par les producteurs. Ça va être égal à la quantité de C3 divisé par la quantité des producteurs, qui est 1,5 divisé par 809 fois 100, qui est égal à 0,18%. D'accord? Alors, la question tirer une conclusion à partir des valeurs obtenues. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Plus on se déplace dans les maillons de la chaîne alimentaire, plus on se déplace des producteurs vers le dernier consommateur, plus le rendement diminue. Donc, au début, on a trouvé 16,18, c'est entre consommateur et producteur, 1,84 et 0,1, comme on peut l'appeler même le rendement global d'énergie, qui est égal à 0,1. Donc, plus on se déplace dans les maillons de la chaîne alimentaire, plus la quantité d'énergie ou le rendement diminue. D'accord? Et bien sûr, plus la chaîne alimentaire est longue, plus le rendement global est faible. Plus on a une chaîne alimentaire qui est composée ou constituée de plusieurs maillons, par exemple une chaîne alimentaire qui est composée de 4 maillons, a un rendement plus grand qu'une chaîne alimentaire qui est composée de 6 maillons. Parce que plus la chaîne alimentaire est longue, il contient beaucoup de maillons, plus le rendement global sera faible. D'accord? Alors, donner une explication à cette diminution, donc on peut expliquer cette diminution par une perte de la matière. Parce que par exemple, si on prend le premier consommateur, donc le premier consommateur c'est un herbivore. Quand il consomme de l'herbe, il ne va pas consommer toute la matière, toute la biomasse. Une partie de la biomasse consommée, elle ne va pas l'utiliser. Une partie, elle ne va pas l'assimiler, elle va le consommer, mais elle ne va pas l'assimiler. Elle ne va pas l'utiliser pour produire sa propre matière vivante. Et une partie va le perdre sous forme d'énergie perdue lors de la respiration. Donc il y a toute une partie de matière organique perdue, soit sous forme de respiration, soit sous forme de matière organique non utilisée et non assimilée. Donc cette perte de quantité, cette perte de biomasse ou de matière organique est accompagnée bien sûr par une perte d'énergie. D'accord? Alors maintenant on va passer à la correction de l'exercice 7. Donc l'exercice 7, il dit, alors de nombreux petits insectes, scolites ou cochenilles, sont des ravageurs d'arbres et d'arbustes. L'utilisation d'un insecticide puissant qu'on appelle la DDT, c'est dichlorodéphényl trichloroéthane, fut largement répandue aux États-Unis dès 1946 pour protéger diverses espèces d'arbres atteintes de maladies propagées par ces parasites. Donc, à la suite du traitement d'extension des maladies des arbres fut partiellement enrayé, mais on constata une forte diminution des populations locales des merles d'Amérique, que sont des oiseaux migrateurs. Des mesures de quantité d'insecticides réalisées chez différentes espèces forestières donnèrent les résultats suivants. Donc, on remarque que dans les racines, la quantité d'insecticides DDT c'est de 0,002. Dans les feuilles, c'est 0,02. Dans les fruits, 0,04. Dans les escargots, 25. Dans les vers de terre, 140. Et dans les oiseaux merles, c'est 144. Donc la question est dit, sachant que le régime alimentaire des merles comporte des insectes, des vers de terre et des fruits, expliquez la quantité de DDT trouvée dans ces oiseaux. Alors bien sûr, le merle est un oiseau qui se nourrit, qui a un régime alimentaire omnivore. Il est à la fois, il se nourrit des insectes, il se nourrit des vers de terre, il mange aussi les fruits. Alors sachant qu'on a traité les arbres avec le DDT, avec le dichlorodéphényl
trichloroéthane. On a traité ces arbres, d'accord? Et les arbres et les fruits sont aussi, et les feuilles sont consommées par d'autres espèces comme les vers de terre. Quand ils tombent, les feuilles sont traitées et sont consommées par les vers de terre. Et aussi les vers de terre sont consommés par les oiseaux. Les insectes aussi sont consommés par le merle. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque une sorte d'accumulation. D'accord? Donc, le DDT, il va se trouver dans les fruits. Le merle, il va consommer les fruits qui sont contaminés. Il va aussi consommer des insectes qui ont déjà consommé le DDT. Il va consommer aussi les vers de terre qui ont déjà consommer aussi les feuilles qui sont contaminées. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une accumulation. Donc sachant que le DDT est une substance qui s'accumule dans l'organisme. Comment il s'accumule? Ça veut dire que l'organisme ne peut pas en se débarrasser. Quand il entre dans le corps, c'est difficile d'en se débarrasser. Il peut même rester dans le corps des années et des années. Ça peut aller jusqu'à 30 ans pour se débarrasser du DDT, comme le cadmium, comme les métaux lourds que vous connaissez. Il y a le cadmium, le mercure, aussi le plomb. Ce sont des métaux qui, quand ils entrent dans le corps, il s'accumule jusqu'à ce que la concentration arrive à un seuil et dans ce qu'on appelle une intoxication, soit par le mercure, soit par le DDT, soit par le plomb, on l'appelle saturnisme ou d'autres intoxications. Alors, le DDT est une substance qui s'accumule dans l'organisme, donc il va s'accumuler dans le corps des insectes, il va s'accumuler dans les vers de terre aussi. Donc le merle, quand il va se nourrir, aujourd'hui il va consommer une quantité, demain aussi, et après-demain, petit à petit la concentration de DDT dans son organisme augmente. Et bien sûr, puisque le merle est un oiseau, est un super prédateur dans ses chaînes alimentaires parce qu'il se trouve le dernier, donc il va consommer une très grande quantité de DDT. Donc c'est pour cela on va trouver une grande quantité de cette substance dans les tissus du merle, d'accord, de l'oiseau. Alors la deuxième question, alors pour comprendre l'action de DDT sur les populations d'oiseaux, diverses mesures furent réalisées, les résultats sont présentés par les figures. Donc la question elle dit, à partir de l'analyse des résultats obtenus, expliquer la diminution des populations de merles. C'est très simple, donc on regarde la première courbe qui représente l'évolution du poids des œufs en fonction des années. Et aussi, deuxième courbe, elle représente l'évolution de l'épaisseur de la coquille en fonction des années, avant et après l'utilisation du DDT. Et la deuxième courbe qui représente l'évolution de l'épaisseur de la coquille en fonction de la concentration de DDT. Alors en général, qu'est-ce qu'on remarque? Avant l'utilisation du DDT, c'était avant 1948 à 1946, avant l'utilisation du DDT comme un insecticide qu'on utilise pour lutter contre les insectes ravageurs, le poids des œufs était de presque 40 en grammes, bien sûr, en grammes, de presque 40. Et l'épaisseur de la coquille était de presque 0,40 mm. Donc elle était stable en fonction du temps. L'épaisseur de la coquille ainsi que le poids des œufs était stable. Mais juste après le début de l'utilisation du DDT, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que que l'épaisseur des œufs, de la coquille des œufs, ainsi que le poids des œufs a commencé à diminuer d'une manière très significative. Donc le poids est passé de 40 grammes jusqu'à presque de 30 grammes. Ainsi aussi l'épaisseur des coquilles, elle est passée de 0,40 à 0,30 mm. Donc on remarque une diminution remarquable de l'épaisseur de la coquille ainsi que du poids. Et on remarque très bien dans la troisième courbe que plus la concentration de DDT utilisée est élevée, plus l'épaisseur de la coquille diminue. D'accord? Donc, à partir des trois courbes obtenues, on remarque que lorsque les agriculteurs ont commencé à utiliser l'insecticide le DDT comme insecticide en 1946, le poids des œufs et l'épaisseur de la coquille ont commencé à diminuer d'une manière très significative, et cela en fonction de la concentration du DDT dans la nature. Ce qui influence directement la multiplication des oiseaux et bien sûr principalement les merles.
D'accord? Parce que s'il y a pas, si les œufs vont avoir une épaisseur très faible de la coquille, eh ben, ils vont se casser facilement. Et aussi le poids, bien sûr, il va y avoir un effet négatif sur la population des merles. La troisième question. Alors, un comptage des autres populations animales locales fut réalisé en particulier de cochenilles, des guêpes qui sont des petits hyménoptères, parasites des cochenilles et de coccinelles. Et bien sûr, coccinelle qui est un insecte prédateur des cochenilles. Les résultats obtenus sont présentés sur le document. La question est dit, quelles conclusions en dégagez-vous quant à l'utilisation, à l'influence de DDT sur l'abondance des cochenilles? Alors, on remarque très bien que les cochenilles sont des insectes ravageurs. Elles causent des dégâts, bien sûr, d'orangeries californiennes, d'accord? Et quand on a commencé à utiliser DDT, on remarque très bien que la population des cochenilles commence à augmenter. Donc, elle est passée en 1966 de 80, donc de 80 à le nombre de 80 à plus de 800, le nombre de cochenilles sur un arbre. De 80 cochenilles sur un arbre à plus de 800 cochenilles sur un arbre. Donc, l'utilisation de cet insecticide a entraîné une augmentation de la population de cochenilles. Et sachant que la cochenille est une espèce responsable d'importants dégâts dans l'orangerie californienne, donc son utilisation avait un effet négatif. D'accord? Avait un effet négatif autre que sur les merles, avait un effet négatif aussi sur les cochenilles. Et bien sûr, un effet négatif pour l'agriculteur, mais un effet positif pour la cochenille, parce qu'il a entraîné l'augmentation, il a aidé la population de la cochenille à se multiplier. Et la quatrième question est en quoi l'introduction a-t-elle perturbé l'équilibre naturel aux États-Unis? Bien sûr, l'utilisation du DDT a entraîné un déséquilibre naturel dans cet écosystème, car elle a provoqué la diminution du nombre d'autres espèces animales dont faisaient partie les merles, et même son utilisation n'a pas donné les résultats attendus. Parce qu'on attendait bien sûr avoir des résultats sur la population des insectes qui ravagent les orangeries californiennes, mais lorsqu'on les a traités avec le DDT, on a entraîné un déséquilibre en diminuant le nombre des merles et aussi en diminuant le nombre aussi de la coccinelle qui est un prédateur de la cochenille. Donc, proposer un moyen non polluant pour lutter contre ces petits insectes ravageurs des plants. Donc, c'est très simple. La technique qu'on peut utiliser qui n'est pas polluante, c'est la technique de lutte biologique. La lutte biologique est une technique, on peut dire, c'est une technique non polluante, mais très difficile, hein, parce qu'il faut, avant d'introduire une espèce dans un écosystème, dans une chaîne alimentaire, il faut étudier les conditions. Est-ce que les conditions seront favorables pour la multiplication de l'espèce? Est-ce qu'il va pouvoir se multiplier ou non? Donc c'est une technique biologique, qu'on appelle la lutte biologique. C'est une technique qui consiste à introduire une autre espèce prédateur pour lutter contre l'espèce ravageuse qui entraîne des dégâts, bien sûr, sans entraîner un déséquilibre naturel de l'écosystème.